Peut-être vous vous présentez en même temps. Enfin, comme ça. Et puis, Bonjour. allez, Bonjour. madame. Donc, citoyenne, lambda concerne les militantes dans tout ce qui concerne l'écologie et l'environnement. Et j'avais une question pour M. Coquet, parce que ce matin, on a parlé justement du fait d'étudier donc, les quartiers populaires et non pas les quartiers riches. Et donc, c'est une sorte de réflexion peut-être générale. Si on prend le cas de la sécurité sociale de l'alimentation, dont on commence à parler un petit peu, l'universalité de l'aide est très importante pour éviter la stigmatisation des populations dites défavorisées. Et je me demande, au sens large, dans la recherche, quand on pointe quasi systématiquement des populations défavorisées, est-ce qu'on n'est pas, quelque part, un petit peu en train de les stigmatiser? Alors que si on avait, comme vous avez suggéré dans ces études pour la ville de Paris, d'étudier les quartiers populaires et les impacts climatiques, et d'étudier les quartiers riches et les impacts climatiques, et puis peut-être dans un troisième temps, pourquoi pas les classes moyennes. Mais comme on sait tous qui sommes en militantisme climatique et environnemental, on sait que les riches, c'est eux le problème. C'est pas les pauvres qui sont les problèmes, c'est les riches. Donc, il faut étudier les deux côtés, il me semble. Et je voulais savoir quelle était la justification de ne pas accepter, pour l'instant du moins, une étude sur les quartiers riches de Paris et le climat. Alors, je nuance par rapport à ça. J'ai dit que j'avais effectivement proposé classe moyenne, classe aisée et classe populaire, et que pour l'instant, on avait choisi de se concentrer sur les classes populaires. Il n'y a pas de refus. En fait, voilà, c'est pour aussi nuancer. On n'en a pas discuté de prolonger ça, mais je pense que ça serait effectivement, comme le dit madame, intéressant de faire des carnets qui découpent les enjeux et ne stigmatisent pas particulièrement un type de population. D'une manière générale, je pense qu'effectivement, on veut éviter la stigmatisation. La priorité, parce que nous pensons qu'il y a urgence au quartier populaire, c'est le résultat de premières études qui montrent et qui doivent être affinées, et je fais un appel à la recherche, que les vulnérabilités sont évidemment les plus fortes dans ces quartiers. En matière de stigmatisation, bah, écoutez, je prendrai juste l'exemple du référendum sur les SUV, dont les résultats sont une excellente façon d'illustrer le problème. Mais on n'a stigmatisé personne. Hein. Par contre, ils ont voté comme ils ont voté. Merci beaucoup. Peut-être en te présentant aussi. Je suis Isabelle Androwski, je suis directrice de recherche d'un labo sur les questions environnementales à Barcelone. Mais à la base, je suis franco-américaine et j'avais une question justement sur comment penser les conditions de vulnérabilité, de précarité. Vous parlez beaucoup et on a parlé beaucoup aujourd'hui des classes populaires qui, on comprend bien, est la ligne d'entrée, on va dire, sur les questions de vulnérabilité en France. Et je voulais savoir, en général, au sein de la mairie, comment l'intersectionnalité entre race, class, ethnicity, gender est aussi quelque chose qui est peut-être traité. Disons, par exemple, ce qui se fait beaucoup dans les villes américaines, maintenant, on va voir aussi la justice raciale, la justice ethnique qui est intégrée dans la résilience climatique et dans l'équité climatique, et aussi quelque chose qui, on va dire, pointe son bout du nez un petit peu ici, ou est-ce que c'est pas trop... c'est vraiment un angle trop américain, on va dire, pour être... voilà. Je pense qu'en termes de culture, effectivement, y compris juridique, on ne pourrait pas avoir les outils juridiques en droit français, je pense, pour pouvoir... Juridique, on va dire, en général, dans la politique... Oui, mais si notre vraiment priorité, c'est l'action, parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, et je rejoins le constat de l'intérêt de ces politiques, de ces études. Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de faire une différenciation, en tout cas en termes d'ethnie ou de race,
non, pas en France, et c'est comme ça que notre droit est construit. Donc, on ne va pas aller là, simplement parce qu'on sait qu'on est encore loin du résultat. Or, on veut atteindre des résultats. En revanche, à travers cette priorité aux quartiers défavorisés, on va retrouver, et on le sait bien, malheureusement, les mêmes catégories, qu'elles soient effectivement de genre. Les premières victimes de ces situations, ce sont les femmes, ce sont les mères, qui sont parmi les populations les plus vulnérables, et donc les politiques qu'on va mettre en place, j'espère, leur bénéficieront en priorité. C'est un peu, alors on a travaillé par exemple avec Barcelone, pour le coup, on est beaucoup plus sur des référentiels communs, et on arrive aussi à cette volonté de prioriser alors, des quartiers, des zones. En l'occurrence, on a travaillé avec eux dans le cadre du C40 sur des politiques de rénovation énergétique des bâtiments dans les quartiers nord de Barcelone. Et je pense que les publics qui vont en bénéficier, qui en bénéficient déjà, sont en priorité ceux-là, j'allais dire celles-là. À Paris, le choix qu'on a fait, je termine là-dessus, peut-être laisser aux autres intervenants la possibilité de répondre, c'est dans le nouveau plan climat de prendre une mesure. On voulait qu'elle soit la plus complète possible, et elle est ambitieuse, qui est la rénovation thermique de toutes les écoles. Vous savez que les écoles dans le système français dépendent des communes, et donc c'est à la ville qu'incombe l'entretien. Depuis des années, on commence à faire et des travaux parfois importants de rénovation thermique, mais c'est des fenêtres par-ci, un toit par-là. On sait maintenant qu'il faut rénover de la cave au plafond si on veut que ça ait un sens. Et donc, on engage un programme qui, pour le coup, touchera tout le monde, mais enfin, tous les élèves qui, c'est un autre problème de stigmatisation à Paris, vont dans l'enseignement public. Mais donc, ce sont ces écoles-là qui en bénéficieront en priorité, avec un programme qui, là aussi, ciblera peut-être davantage les écoles des quartiers populaires qui sont les plus exposés souvent à la population, à la pollution. Pardon. On a la preuve que les enfants ils sont davantage exposés notamment aux questions de pollution de l'air. Il y a d'autres questions, peut-être aussi, qui s'adressent aux autres intervenants, ceux qui sont encore là, d'ailleurs. Et comme ça, je vous laisse. Tu peux te présenter? À l'université Paris-Saclay sur la question du droit, le droit la question des discriminations, qui est une autre façon de parler de discrimination raciale avec des termes français, mais en soi ça existe. Oui, bien sûr que ça existe, et ça se développe. Il y a une histoire très ancienne sur l'articulation et du fait d'être victime de racisme. Et puis, il y a des enjeux vraiment à prendre en compte ça, sachant que les enjeux de classe et de race, en fait, sont assez déterminants, notamment dans l'histoire française. Et il y a un enjeu pour les pouvoirs publics à se saisir de ces perspectives. On est d'accord sur le fond et sur la nécessité de continuer à faire ce travail. Moi, je vous dis juste parce qu'on est dans une vraiment phase d'urgence, que si on fait un texte à Paris disant on va mettre en place des politiques qui vont bénéficier en priorité à telle race ou à telle classe, on sait qu'on ne passera pas le contentieux administratif, mais alors de base. Donc c'est un autre combat, et il se nourrit des recherches et des actions de terrain aussi qui sont engagées. Je pense qu'il faut chercher le plus efficace, et c'est pour ça, je l'expliquais, qu'on a cette volonté d'aller d'une manière générale vers les quartiers les plus défavorisés. Je pense qu'on trouvera probablement, hélas, les mêmes publics. En tout cas, en tant que chercheur, faisant partie du comité de garant du plan climat, mais ayant engager des recherches sur ce plan climat Paris 2007-2011, ça c'était le plan biodiversité, et puis tous les autres plans qu'on suivi, il y a une courbe d'apprentissage de la collectivité en matière d'intégration d'enjeux transversaux sur ces questions climat que je trouve, moi, personnellement, on fait partie avec Cécile Duflot d'Oxfam du comité de garant, que je trouve vraiment pertinent et intéressant. Donc, moi, voilà, je tiens à témoigner en tant que chercheur
Et c'est pareil sur les carnets, c'est ce que je disais ce matin, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais il y a collectivement quelque chose qui est en train d'être joué dans le fait d'apprendre à faire ensemble. Et je pense, Renda, pour le coup, et merci beaucoup, François. Et je pense, Renda, que là, c'est une réponse. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière réponse. Et qu'il faut… Non, mais il y a un problème qui n'est pas seulement une question de juridique, qui est aussi une question de données. Et ça, la question des données, tu sais bien qu'en France, elle est beaucoup plus compliquée que ça pour se procurer des données, notamment à l'ILO, sur plein de choses. Enfin, on pourra rediscuter parce qu'on n'a pas discuté du tout de données sur ces questions de classe populaire. Et par exemple, ce qu'on se disait avec Léa avant qu'elle parte, c'est qu'on a concentré sur le quartier populaire à la mairie un peu une assimilation entre classe populaire et quartier populaire, alors que les classes populaires, c'est aussi dans les beaux quartiers et dans des bâtiments ou dans des étages qui répondent à d'autres enjeux. Donc voilà, il y a aussi cette désagrégation des données. Et sur femmes et catastrophes, c'est un des enjeux. On sait très bien qu'on ne sait pas désagréger les données, alors que les femmes sont les plus touchées par les catastrophes climatiques. Et pourtant, on n'a pas les données désagrégées. Donc, je pense que voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? En fait, on était parti sur l'idée avec Nathan de boire, mais c'est que du café, donc ça délite la langue. Alors, au contraire, ça énerve. Et puis après, de discuter. C'est-à-dire que plus généralement, en fait, si je relance l'animation au-delà de cet après-midi, je pense qu'il y avait un enjeu d'identifier les enjeux de justice à partir de ces mobilisations collectives, certaines à bas bruit, d'autres à plus gros bruit, comme celle autour des Jeux Olympiques, mais qui dégagent des enjeux spécifiques. Alors avec Nathan, on l'a dit hier, on avait identifié cette question de l'embeddedness, que c'était relié à des lieux spécifiques, à une histoire, une géographie, mais aussi à une relationnalité à ces lieux. Et puis, c'était lié à des enjeux épistémiques. Moi, j'ai le sentiment, au travers de ces 2 journées, de ce qui a été débattu, que, en tout cas, sur ces 3 types de justice, c'est clair qu'on les retrouve. À chaque fois, il y a une spécificité des lieux qui engagent des enjeux de justice. Il y a une spécificité, quand ça concerne les populations les plus défavorisées, d'identifier les enjeux de justice épistémique, c'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas le droit à parler, et quand ils ont le droit de parler et d'être pris en compte, eh bien, ça amène d'autres types de politiques climatiques. Alors, il y a 2 enjeux, moi, qui m'ont semblé apparaître en plus de ceux qu'on avait identifiés. Peut-être c'est une manière d'engager les choses. C'est adaptation versus mitigation. On reste toujours sur une moindre prise en compte par les mobilisations des enjeux d'adaptation, sinon sur le mode de la réparation. C'est-à-dire de façon plus locale, moins visibilisée d'une certaine manière. Et puis, il y avait un autre enjeu, je me suis noté, qui m'a semblé important à identifier. Je regarde un peu, peut-être il y a d'autres… Voilà, c'est l'enjeu aménagement, et tu l'as encore pointé, Igor, c'est-à-dire qu'on se retrouve d'un côté sur des stratégies d'aménagement et d'adaptation, et Lydie l'a également pointé dans sa communication, des enjeux d'aménagement massifs qui prétendent finalement solutionner tous les problèmes d'adaptation au changement climatique via un verdissement qui ne prend pas en compte en vérité le caractère très concret de ce qui est nécessaire localement et qui prend à la marge en compte les mobilisations ou au contraire, cependant, ces mobilisations extrêmement locales et parfois qui manquent d'être structurées de manière plus visible. Donc là, c'est peut-être deux choses que j'ai sorties de nos discussions, mais sans doute, il y a… Allez, voilà, il y a d'autres peut-être thématiques qui nécessiteraient d'être relevées. Nathan, peut-être elle est… I'm a bit confused. Are we opening this up for the discussion, the Yeah, last session, or are we just doing Q&A still? No, it seems we opening because except if you want to go for a break before opening. I mean, I'm…
Comment? If we leave now, people are not coming back. Yeah, that's what I thought. Because it's 4:30. Yeah, that's what I thought. Don't the door. So I thought that, But I do have a question or two questions for the panelists now. It could also, might also be developed into bigger themes, I guess. One is a question for use. Perhaps I didn't exactly understand the terminology of mobilization demand and mobilization supply. Does it mean a demand for mobilization, in the sense that there is a need to act politically on urban climate adaptation? Is that what you meant? And then it seemed to me that you described this mismatch between demand and supply as the evidence for that being that we are adapting to loss rather than preventing it, as a form of what you described as post-apocalyptic environmentalism. Maybe I'm just kind of, not following the logic exactly, but my question is, in that sense, is adaptation to loss necessarily post-apocalyptic? Isn't it also, couldn't it be defined also as a kind of realistic or even kind of say incremental move in policy, having failed or almost coming to the admission that we're failing to reach 1.5, then the next thing is to adapt to 1.6 or 1.7, etc. So for me, it doesn't seem necessarily post-apocalyptic, but just kind of admitting we're failing on one front, but we need then to kind of reform our forces on another front or another threshold as such. So that's one question for use. And then for Pauline and Maud, you brought up a lot of kind of populist popular movements of resistance to the Olympic Games. You also brought up this very interesting quote saying that the people participating in the protests are kind of white bourgeois, and the people of color are kind of watching from the street. And so I was wondering, is there also a sense of popular contentment with the changes that are going to happen in these the cities and neighborhoods? Because I recently read an article in The Guardian where I have this open here, where the mayor of Saint-Ouen, Karim Boumaran, is very proud of what's going to happen, the transformation of Saint-Ouen, and other residents that are interviewed there are also very happy. And it's kind of, we're only leveling up with Paris. They used to treat us as whatever, and now we are on the same level as them. We are even in a way better than them. So do you also find that in your field work? So maybe yeah. Okay, so I think you understood the demand supply thing correctly, but I only used it for the presentation to sort of try and bundle things together. In the article, they actually don't speak really about it. But yeah, that's the point, that there is a political need, demand, whatever you want to call it, and the question is like who's going to address it. And I think that that's an unaddressed question in the literature, and that's why I thought, well, I guess the climate movement is a good candidate to at least see like what can they contribute. And it seems that they're not contributing to that. To the question of should adaptation be necessarily post-apocalyptic, and that's of course not the case. I guess the logic goes the other way around, that the expectation is that when you adopt a post-apocalyptic perspective on things, that then arguably, or at least that's what some writing on this emergence of post-apocalyptic environmentalism are predicting, is that adaptation should become more important, following a logic of consequence. But what I'm trying to say is that what seems to be more complicated than that. It seems that there's a lot of people who say, I personally think it's too late to do something about mitigation, yet I continue focusing on it because of various reasons, which is the tension that I think is sort of at the heart of politics in our time, and which I wanted to understand more. But yeah, you are right that there's of course a lot of people who can have adaptation goals without necessarily
abandoning mitigation goals. And there's a bit of a risk in this sort of apocalyptic, post-apocalyptic narrative that it makes things too black and white. And there's, of course, important gray area in between. Can do that is that one day you maybe feel more apocalyptic things. Hypothetically, there would be a point where things start, you know, where the difference between a 4.6 or a 4.7. You always say 0. Every 0.1 don't make a difference, and it will, but in Second question, I mean, on the fact that there are many people who are very satisfied with the urban renewal that is happening and the improvements, that's certainly a fact. Our focus for the inquiry was mobilizations around and against, in part, and there's a line of division within the mobilization as well, is whether they claim that they are against the Olympic Games or against the consequences or against specific projects. But so that was the focus, which is why, for instance, we don't catch, or we only catch it in critical discourse, what the mayor of Saint-Ouen, the mayor of Saint-Denis, for instance, also might do in support of the games, and what the benefits that they might see around them. What is denounced, however, and I think maybe it's an interesting counterpart, is the fact that the different mobilizations, especially local ones in Saint-Denis, they insist a lot on the democratic denial around, especially at the level of urban planning, both at the level of the Olympic law, which accelerated urban planning consultation processes, but also concerning different specific projects or different aspects, and the lack of interaction, if you want, both with politicians, but also with party structures and union structures, of course, with some different elements, but at least that's the element they also bring in regarding the support and democratic procedures, if you want, in that respect. Oui, je peux continuer en français, ça? Oui, bien sûr. Je pense que c'est justement peut-être à cet endroit-là, pour le colloque, pour séjourner, qu'il y a une question vraiment intéressante, parce que du coup, oui, il y a plein de gens en tout cas, les pouvoirs publics se targuent que ça, en fait, qu'ils ont bénéficié de l'argent des JO et que c'est pour ça qu'ils y vont d'ailleurs, parce qu'en fait, ça leur fait un afflux de cash qu'ils peuvent du coup mobiliser pour aider des quartiers qui en ont bien besoin, le 9-3 étant un des plus défavorisés, si ce n'est, je parle même du département le plus pauvre de France. Métropolitaine. Mais donc c'est vraiment un enjeu. Par contre, à quoi c'est utilisé et est-ce que ça répond aux besoins que les habitants essayent de mettre en avant? Pour beaucoup, non. Et c'est là où il me semble, une tension super intéressante à se demander. Bon, et ça rejoint les processus démocratiques. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une discussion sur qu'est-ce qui est utile et à qui? Et on retrouve du coup, je pense, les questions justement de division, de qui prend la parole et au nom de qui. Et je pense que ce qu'on voit dans les manifestations, on les voit aussi dans ces prises de décision. Et donc, il y a un vrai manque d'adapter ce qui est mis en œuvre à des besoins qui sont des besoins concrets, documentés et qui viennent du terrain et pas des fantasmes d'autres. Oui, bien sûr, présentez-vous. Je m'appelle Barbara, je suis chercheuse dans une école de design à Rio, où je vis, au Brésil. Et donc, bon, je vais essayer de faire, je ne sais pas si c'est une question de commentaire plus général, mais peut-être je vais regarder quelques présentations. Donc, par exemple, Igor, il a parlé de ses expériences à Bénin. Et je vais rappeler rapidement qu'au Brésil, il y a eu des questions de barrages immenses et qui ont été catastrophiques
pour les populations riveraines, autochtones, etc. Ça s'appelle Belle Rouge, je l'appelle le beau monstre. J'ai pensé à votre présentation aussi parce qu'à Rio, on a accueilli justement les Jeux Olympiques en 2016 et c'était absolument catastrophique. C'est-à-dire que c'est, quand je vois ce qui se passe à Paris, ça me semble un peu mieux quand même de ce qu'on a vécu là-bas. Et surtout pour les populations populaires qui ont été vraiment envoyées très loin. Et par rapport j'ai bien aimé tout de même ta perception parce que j'ai un peu l'impression qu'on est un peu dans cette catastrophe, mais c'est vrai que peut-être on voit, et peut-être les populations doivent amener à avoir des solutions dans l'urgence, amener des solutions, d'autres types de projets, comme tu l'as présenté. Et en même temps, c'est vrai que pour faire ce pas, de sortir de ce catastrophisme, il faut une imagination. Il faut une autre imagination. Bon, moi, je viens des arts et du design, donc pour moi, c'est important. Mais j'ai vu que aussi Vanessa, dans sa présentation du matin, elle a un peu montré un peu comme ça doit aller les solutions ou l'imagination. Donc, c'est une question très ample. Je ne sais pas si on peut la répondre, mais comment mettre ensemble solutions et imagination, technique et art, design, tout ça dans chacun des cas. Voilà, merci. Alors, on peut tous répondre. Enfin, l'idée, c'était d'engager un débat au-delà du panel pour tous ceux, en tout cas, qui sont intervenus et ceux qui désirent intervenir, on peut dire. Donc, voilà, s'il y a des prises de parole. Oui. En anglais. Parle comme tu veux. I thank you for a very interesting talk. I guess I have two general reflections and a suggestion, a commentary. So one, you brought up the point, Natalie, about this question of, the auto-identification of what becomes environmental, what becomes climate, and who gets to decide. And so when that question is being negotiated in relation to inequality, noting that the environment has always been a cultural concept, right? It has cultural location and meaning. Then I guess one question is what sorts of kind of knowledge production needs to take place that both maybe combines engagement with populations who have been excluded from environmental politics, but also what is the role of science? What is the role of kind of, positivist science in overcoming some of these very aesthetically oriented ways of, deciding what should be environmental, what is climate action. So is the science and, it's in reclaiming climate justice, is it also about kind of bringing back a role for certain scientific ways of knowing? My second question that I have is, while I really appreciate the kind of intention to embed in localities, also coming from a part of the world where, the climate futures of people in my city of Chennai in India are very much dependent on what happens in the United States and in France and elsewhere, right? So we can't just say, we're going to focus on our locality. There's also a sense of kind of global flows and vulnerability. We are vulnerable, what decisions are made or not made. And to some extent, the whole shift towards adaptation scares me. Because if Europe decides that, we're going to figure out how to adapt, we're going to pull back on mitigation, then, we're fucked. It's 40 degrees centigrade today in my hometown. It's February. Summer is in April and May. So that is the question. How do we still keep kind of a global, orientation while reclaiming climate in the local? And then I think the third thing is a request. A lot of the things I've heard today, I think have been really well discussed, particularly in the literature on African urbanism and Southern urban political ecology. And I think this question of emotion, subjectivities, the materiality in relation to the political has people working in the global South in urban context have been writing about this for 30 years.
So I would, I'm happy to send around some references, but I think that work would be really informative to a lot of the discussion. I would like to react to what you just said. I mean, it's also partly a reaction to what Barbara said, because some years ago, I thought that we needed to combine an aesthetic evaluation of what was around us and what was needed in terms of adaptation to climate change, meaning giving place to the local context in terms of flux and metabolism assessment, and that could be part also of the assessment, of the collective assessment. And this is not always, it can be an expert assessment, meaning you calculate how many, I don't know, kilocalories or whatever flux of carbon or geochemical cycle, but you can have also a collective assessment of this flux and this metabolism. So we did this workshop like some years in Lyon of sensitive metabolism, trying to keep up with the flux. And actually, I do work with the kids in schools and trying to say, you see insects here, but look at these insects like a flux. And they come from somewhere and they just need some place to go. And so working on flux is also not being stuck in a locality. And it's very important. And it goes back with what the artists have been doing, like Stéphane Chantland, you might know of, who is an artist I'm working with. He did this work in the 9-3, as you said, le 9-3, and about the flux and the metabolism of the city, but not only of materiality or materials, but also of workers, because there are all kinds of flux, as you well know. So we could combine a kind of assessment of what's being at stake, locally speaking. That's, but perhaps there are other answers. Yeah. Maybe I can respond to the 2 points raised on imagination, because I think that's where ultimately what I find is where these activists get stuck. It's where they say, well, I can see why we should maybe, they are constantly sort of, they feel, a lot of them, I think, feel constantly stuck between feeling like they are kidding themselves by staying focused on strategies that presume that there is still this kind of control over the situation, and between feeling guilty about feeling like they might want to give up. And within those 2 places, there seems to be a void in terms of an imagination of what that could look like, a kind of meaningful action that makes place for these post-apocalyptic feelings, but that doesn't sort of immediately then turn into, well, too bad for the city in India that will suffer the first and most severe consequences. So I think that there are certain dynamics that restrict this kind of imaginary practice, which has to do with a lack of emotional work being done in these movements, with the fact that I think these movements are, like I'm talking about European climate movements, very much sort of rooted still in a modernistic political culture of, if we understand the problem sufficiently well enough, then we can respond to it and control it. And I think that that's where there is a need for a new imagination. And I'm not the person to fill that in. Maybe I will have my sort of ideas about what it might entail, but yeah, so that's where I think that's maybe what I see. So I guess my point is not, I think activists should give up on mitigation and start focusing on adaptation exclusively. It's more about there is a clear unaddressed elephant in the room, which I think for a lot of activists also simply leads to burnout. Because if you constantly have to tell yourself that either we are doing this and it will work or nothing will work, while feeling that sort of, that the nothing will work scenario is maybe the more likely one, and that's where people get stuck and they give up, and there is a political vacuum in between those 2 polar oppositions. Brendan had an option on response. I wanted to pick up of the is science back question, or should it be back?
And I think and it picks up on what Natalie said on the data and the last discussion here. And I think in a way it should. There's been a sort of tendency in the field to shy away from distributional data because, you know, we've been there, we've done that, except in many places we haven't, and not in France, and not in my country or in many European countries. And then we have these reactions where we don't have the data, so we don't act on it, right? And so I guess this is a call to PhD students in the room, don't shy away from, you know, down and dirty distributional data on making things visible, because we need it, especially if we're in a sort of action research thing. And of course, we don't need just that. We need all the subjective data and the life stories and lived experiences. But one of our ways into, you know, policymakers' rooms is going to be that, you know, distributional data where we can show on a map. So there's, you know, this, I don't know if it's positivism or if it's geographical data, but I mean, if the sociologists in the US used all these map making techniques, it had a reason, right? And then came the sort of more subjective thing. So I guess there's something there that we should all, as social scientists, work on, I guess. Yeah. Oui, moi je voulais revenir, je suis plus d'accord en français, donc je voulais revenir sur ces notions importantes de recognition, de distribution, de participation, parce que je pense qu'on les a reformulées. C'est-à-dire que on a vu que la reconnaissance, donc c'est la reconnaissance de certaines voix qui sont invisibilisées, mais c'est aussi la reconnaissance de ceux qui agissent, hein, de ceux qui justement, des habitants qui contribuent à leur façon à aménager le territoire. Et ça, je pense que c'est aussi une autre façon de présenter la reconnaissance, de dire que de toute façon, ils y contribuent. Je sais un peu quand on dit c'est déjà là, parce que du coup, ça c'est extrêmement important, y compris aux yeux du politique. Si tu veux, on voit bien que dans le langage politique, c'est on va faire parce qu'ils ne font pas, ou on va faire parce que voilà. Or, si le politique se disait mais on va faire avec eux, toi, parce qu'ils font déjà. Et ça, moi, je trouve que c'est très, très bloquant comme position. Très bloquant, cette image de voilà, de considérer le statut de cette reconnaissance. Et je dirais aussi qu'il y a un statut de la reconnaissance, et on le voit bien par rapport à, et on voit bien dans le dialogue entre Renda et le monsieur de la mairie, c'est comment aussi on peut reconnaître les formes de discrimination. C'est-à-dire que comment on peut les incarner, si l'on peut dire. Hein, comment on peut les incarner dans les expériences vécues, moi, je vous recommande, bon, il y a un ouvrage qui est sorti récemment, Les épreuves ou l'épreuve de la discrimination. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est extrêmement intéressant. Et qui, c'est 150 entretiens hein, avec des gens qui sont victimes de discrimination et qui en même temps sont activistes et parlent de ces trajectoires. Et justement, certains disent on a pu, et ça vient au second point, vous inquiétez pas, mais bon, c'est jamais. Donc, certains disent on a pu s'en sortir parce qu'il y avait le tissu associatif local. On était des quartiers populaires, mais il y avait le tissu associatif local qui nous a finalement self-empowering, qui nous a donné confiance, qui nous a donné la reconnaissance qu'on pouvait agir. Alors que c'était complètement dénié. On pensait que c'était foutu, qu'il n'y avait plus rien à faire. Vous voyez. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en même temps, de pouvoir avoir cette justice relationnelle dont vous parlez, c'est-à-dire, moi j'aimerais bien savoir un peu plus sur les plateformes d'intermédiation ou de médiation, mais ça je pense que c'est un point extrêmement important qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'opposition citoyen-politique, mais il y a toutes ces demandes de médiation, tous ces soutiens de médiation
qui sont extrêmement importants, une sorte de justice relationnelle, hein, on l'a vu, qui peut prendre différentes formes, et qui peut-être recompose ce qu'on entend par militantisme ou activisme, c'est-à-dire que c'est aussi travailler à l'empowerment de tous, hein, j'ai envie de dire, y compris par les médiations existantes, voilà, qui sont souvent aussi, telles que les médiations associatives, qui sont souvent, elles aussi, reléguées à une fonctionnalité de pouvoir de transmission. Voilà. Et c'est ces deux éléments qui me semblent essentiels à travailler. Ouais, j'ai juste envie de rebondir ce que tu viens de dire, Brenda, mais je prends la parole parce que j'ai lu votre article, celui dont tu parles dans l'exposé. Je ne crois pas nécessaire, je crois même à l'inverse, peu productif, hein, d'opposer le travail sur les inégalités et leur mise en visibilité et le travail sur les mobilisations et les enjeux de vie quotidienne dans les territoires tels qu'ils s'expriment. Nous, dans le travail qu'on a fait avec des tas de collègues qui étaient là hier, on a essayé de relier la manière dont ces mobilisations s'emparaient de ces inégalités sur les territoires telles qu'elles s'exprimaient. Et c'est là où tu vois des décalages. C'est là, c'est entre cette forme d'objectivation qui est la spatialisation des inégalités telles que tu peux les calculer et la manière dont les mobilisations s'expriment sur les territoires, que tu vois au contraire se dire quelque chose, alors soit de la capacité politique de s'emparer de ces inégalités en fonction du contexte de manière plus générale, et là on rejoint Gilles, etc., soit au contraire un décalage de perception entre ce qui sont ces inégalités et la manière dont les mobilisations, effectivement. Et je pense que sur les Jeux olympiques, ça n'a pas été assez sociologisé, à mon sens. C'est-à-dire que ça manque d'une sociologie de l'action collective, parce que je pense que le jardin d'Aubervilliers, vu les jardiniers et la sociologie des jardiniers, qui était une sociologie qui n'était pas des gens du coin, il y avait beaucoup de gens de Paris aussi parmi les jardiniers. Ça a nuancé dans le sens où ils ont réussi à amener beaucoup de gens. C'est là où ils ont été très forts aussi, c'est que, et d'ailleurs Jade en parle, Jade étant journaliste très connue aussi, elle a réussi avec d'autres, en fait, à médiatiser la lutte et du coup à appeler des gens de l'extérieur. Mais c'est par des interrelations, mais qui partaient d'abord du local. Donc c'est un peu plus nuancé que ça, mais c'est sûr que je pense, moi j'ai eu, en faisant pas mal d'enquêtes à Aubervilliers et notamment au sujet de ces luttes, qui m'ont dit ces jardins, c'est pas nous qui les travaillons directement. Donc il y avait une difficulté d'appropriation de cette lutte comme étant pas celle la première qui s'adressait à eux, classe populaire des quartiers d'Aubervilliers, des quartiers nord d'Aubervilliers ou tout ça. Donc et je pense que la sociologie de tout ça, elle est, à mon avis, il y a bon, j'aurai pas le temps de toute façon, mais il y a un chantier ça serait vachement intéressant. Oui. Après, je vais être relou et j'ai l'impression de beaucoup répéter le mot race dans la journée, mais Sois relou. À la Jade, il y a quand même des jardiniers et jardinières qui sont des personnes issues des générations, des personnes de classe populaire, mais il y a un registre, une manière de se mobiliser dans le champ de l'économie qui est empreint de classisme et de racisme, en fait. Et ces gens n'ont pas envie de s'organiser avec des personnes dont il y a beaucoup d'outils, avec Jade aussi, et en fait, il y a un vrai enjeu de registre et de la façon dont on travaille les questions environnementales en France, qui est à repenser. Enfin, moi, j'avoue que c'est un peu non, mais t'as raison. mais avec cet enjeu de comment en fait, ces personnes-là, elles ont conscience de l'enjeu, elles ont envie de défendre les jardins aussi, ou elles ont envie, ou elles sont contre les JO, par exemple. Mais par contre, elles n'ont pas l'espace dans la façon dont les registres de mobilisation se font en France d'être aux côtés des autres militants et militantes. Ça peut se faire dans des cadres interpersonnels où les gens se connaissent et où ça prend, mais globalement, il y a le champ des mobilisations françaises qui est en train d'oppression systémique, en fait, et qui sont vraiment nécessaires à penser collectivement, quoi.
Je pense que l'écologie urbaine, c'est vraiment, ça, c'est une des questions. Bah, c'était une des questions qui se décline avec une certaine acuité dans le cadre d'écologie urbaine, par exemple, francilienne. Non, je pense qu'on va débattre. Ouais, moi, bon. Non, quelque chose moi qui m'a beaucoup frappé dans nos entretiens, on n'a pas pu l'écrire, c'est compliqué, etc. Mais c'est aussi le racisme qu'il y a. Et ça a été dit notamment sur l'édition française ne sera pas comme les autres. Et elle fera mieux que les autres. Sous-entendu, quand même, en gros, dans pas mal de pays du tiers-monde, c'est normal que ce soit pas bien passé. Donc, il y a aussi un racisme, c'est à plein de niveaux. Hein, voilà. Donc, à toutes ces échelles. Et oui, enfin, après, entièrement d'accord. Et c'est ce que déploraient d'ailleurs les chercheurs. C'est pas mal de chercheurs qui nous ont parlé de la manière dont ils essayaient de faire prendre ces enjeux et qui sentaient bien qu'ils avaient un manque de prise et qui cherchent la connexion. Et ça reste une grande. Il y a quand même, typiquement sur ces enjeux-là, il y a une notion qui est beaucoup mise en avant, mais qui pour moi est vraiment à questionner, c'est la notion d'inclusivité avec cette perspective de la marge, et du centre, de comment le centre essaye d'aller chercher, d'aller inclure les marges. Moi, je pense que c'est une posture qui pose beaucoup de questions avec cet enjeu de comment on repense la marge et le centre en détricotant la marge, détricotant le centre, et en faisant qu'il y a des perspectives d'alliance et d'égalité qui se jouent entre les acteurs. Et avec ce truc il y a beaucoup des enjeux qui se jouent sur des solutions toutes prêtes. On arrive, on dit venez, on a déjà pensé quelque chose, il se passe quelque chose, venez quoi. Mais en fait, les gens en général, ils ne vont pas venir dans des solutions déjà toutes faites et déjà pensées. Ils vont juste s'asseoir à la table, multiplier les acteurs. En fait. Et c'est beaucoup ce qui s'est joué, notamment sur la question des JO, sur plein d'espaces enseignants. Moi, je milite à la Grenoble et il y a des mobilisations qui sont jouées à la Grenoble aussi. Et les acteurs avec lesquels je travaille, qui sont pour le coup des acteurs plutôt historiques et quartier populaire, et ils n'ont pas envie d'y aller en fait. Et ça pose des vraies questions. Non, mais ça pose une question extrêmement importante, c'est que la justice, c'est la co-construction, c'est le processus. Je veux dire, c'est pas l'adoption, et on voit très bien dans l'alliance Vert Dragon, Alternativa, et quand Valérie Nassé et Fatima Ouassakpa, elles disent on a réussi parce qu'on a co-construit pendant 2 ans. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un processus qui peut prendre du temps. Et ça, je pense on voit bien, on l'a un petit peu oublié. Que c'est très important, cette approche processuelle de la justice. Il y a un cycle de conférences que pilote Renda d'ailleurs dans le cadre du réseau EDGE sur le racisme environnemental, justement sur comment repenser les questions de justice environnementale par cette dimension raciale. Et qui, de nouveau, il y a une expérience de ça qui existe, la première critique adressée par le mouvement de justice environnementale aux États-Unis, c'était au mouvement environnementaliste, c'était pas nécessairement directement à l'État, c'était d'abord de dire mais en fait, on n'est pas là, nous, on n'est pas dans votre histoire, on n'est pas visible. Et donc, il y a toute une expérience là sur laquelle peut se baser ici, qui s'exprime de manière assez similaire, en fait. Donc, je vous invite tous à ces cycles, c'est très chouette. Voilà, ça fait le lien avec beaucoup de choses qui existent ailleurs, quoi. Mais juste en rebond par rapport à la question aussi que vous posiez, Nathan, avant. Je trouve que l'enjeu de dire, du coup, le 93 va en gros se upgrader et devenir proche de Paris, c'est aussi quelque chose d'extrêmement problématique parce qu'en fait, il y a une relation historique entre Paris et sa banlieue qui, le 93 n'est pas Paris et n'a pas vocation à devenir Paris et peut-être aussi a envie de revendiquer certains modes de vie et attachements qui ne sont pas parisiens, qui ont peut-être, et du coup, tous les aménagements aussi, ces grands espaces, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, mais ces espèces d'énormes actes, ces zones d'activité qui sont quand même hyper venteuses, dépeuplées, moi je les trouve assez terrifiantes personnellement, mais voilà, c'est ça le modèle quand même de ville qui est proposé et qui est développé. Est-ce qu'on a visiblement s'opposer à ce type de développement, c'est compliqué. De partager aussi un petit peu quelque chose qui est un peu différent, qui est notre expérience en Espagne, en fait, avec les Next Generation Funds. Parce qu'on a vraiment une tension, on a vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Je pense qu'on dit entre chercheurs, entre municipalités, qui est
l'efficacité de l'action publique à grande échelle pour des questions de rénovation énergétique, par exemple, ou de verdissement urbain à grande échelle, ou d'expansion de pistes cyclables, par exemple, qui sont des infrastructures nécessaires, qui de toute façon doivent être faites à grande échelle. Il ne faut pas complètement se leurrer, les pistes cyclables, ce n'est pas ni moi, les populations racialisées, ni vous qui allez les faire, cette infrastructure, mais du coup, quand on pense aux deadlines qui sont donnés dans les Next Generation Fund et en même temps la bureaucratie qui est liée à ça, comment rendre l'action efficace et faisable pour les pouvoirs publics tout en maintenant une forme de participation qui en fait est presque antithétique par rapport à la structure de ces fonds-là. Et pourtant, ces fonds demandent de la participation. Et c'est là où en fait on ne sait pas trop comment faire. Donc on parle avec la ville de Barcelone, ils disent, mais en fait là où on en est, on va rendre 60% de l'argent qu'on nous a donné. Parce qu'on n'arrive pas à les compter là-dedans. D'un certain côté, on a des procédures participatives à mettre en place qu'on n'arrive pas à mettre en place. Les gens en ont marre de la participation. En même temps, on a de l'argent à dépenser pour les communautés, par exemple, énergétiques ou pour des communautés de propriétaires aussi de working class ou à moins revenus. Mais eux ne peuvent pas les dépenser parce que toutes les procédures administratives sont trop complexes pour eux. Donc, on ne sait pas finalement qui doit agir. Et on pourrait agir. Et c'est là aussi que cette question de participation est très compliquée parce que est-ce qu'elle est désirable tout le temps? Et si oui, dans quelle mesure, sachant que c'est cette multi-scale environmental policy making qui contraigne vraiment l'action publique. Il y avait plein de communes à un moment. L'année dernière, on avait fait un autre. Une commune qui avait réagi en disant, par rapport à cette question-là, en disant, nous, on ne sait pas agir rapidement en tant qu'intercommunalité. Et du coup, pour pouvoir agir rapidement et répondre à l'urgence climatique, ils avaient essayé, et du coup, bouger tous les services, mettre en place un plan, tout ça, ça leur avait pris 2 ans, alors qu'ils voulaient agir rapidement. Et ils disaient, maintenant, pour agir rapidement, le plus sûr moyen, c'est de travailler avec les associations. Parce qu'elles ont une plasticité. Donc, les associations deviennent un espèce de bras délégué, plus souple, mais aussi précarisé. Enfin, il y a cette espèce d'ambiguïté dans cette urgence. Oui. C'est par rapport à la question, enfin, un peu à la fois de, enfin, pas participation, mais aussi en fait de tout ce qui est déjà là. Et sans romantiser les mobilisations et toutes leurs difficultés, je pense que cette question de l'imaginaire qui manque, enfin, j'aimerais peut-être chose qui peut être un peu nuancée aussi en regardant en fait à la fois ce qui est proposé déjà, dans le sens que la citation par exemple de Saccage, c'était pas dire qu'il manquait un imaginaire politique, ou, enfin, mais c'était vraiment pour le coup les jeux par exemple s'opposer à toutes les logiques alternatives qui sont déjà là. Donc peut-être aussi quand on regarde un peu plus sur le terrain, parfois il y a des choses qui en tout cas qui étaient là et qui peuvent être envisagées. Et peut-être par rapport à ça, il y a aussi une petite réponse à l'importance des expériences des JOP passées. Plusieurs des personnes en fait, qui sont mobilisées, étaient à la fois mobilisées ou à Rio, comme Mateusz Ferrari, ou au Japon. Et donc, je pense que là, à nouveau, il y a des circulations aussi de littérature que peut-être qu'on n'a pas suffisamment soulignées, mais qui sont tout à fait présentes, je pense, que lorsqu'on regarde du côté des personnes qui sont actuellement mobilisées. Quoi. Ça répond un petit peu à votre question aussi sur, en effet, il y a une circulation et une interconnaissance qui se fait maintenant par ce mouvement transnational. Donc de militants qui essayent d'aller, là c'est en ce moment c'est Los Angeles où il y avait eu aussi No LA Games, il y avait tout un mouvement aussi à Los Angeles, donc on peut espérer qu'il y a des apprentissages et une documentation et une mémoire qui se fait de ville en ville, et donc ça c'est assez joli, ou en tout cas ça donne un peu d'espoir aussi sur qui commence quand même à devenir suffisamment visible. L'opinion française a été changée sur les JO, on peut dire qu'il y a des effets quand même de ces mobilisations, en tout cas là où la population française était très pour accueillir les Jeux, là c'est à l'approche ou pas. C'est beaucoup à l'approche. On va voir, mais en tout cas, il y a quand même des effets de renversement. On peut espérer que ça va et 2030 que ça s'annule. Mais juste pour réagir à ce que tu me posais, sur la question de la participation, parce que je pense qu'il y a quand même aussi cette tension
dans les perspectives de justice environnementale, de repenser la participation à d'autres littératures que les participations qui sont de plus en plus critiquées, les participations de politique institutionnelle et de leur dynamique, avec cet enjeu aussi du coup du fonctionnement capitaliste des villes et des contraintes budgétaires qui sont liées aussi à un modèle économique global en soi, mais qui du coup nous pose cette injonction à ne pas abandonner la dimension démocratique et sur lesquelles aussi les villes, parmi les multiples casquettes, moi j'ai travaillé pour une ville, et il y a aussi ces enjeux de dynamique aussi électorale et de comment les mobilisations politiques et les voix des habitants et habitantes, elles sont souvent, les habitants et habitantes, quand ils ont des enjeux, ils trouvent souvent en réalité des moyens d'aller jusqu'à les institutions publiques pour les poser. Et la question, c'est dans quelle mesure les institutions publiques aussi se posent dans des capacités d'écoute ou pas. Et souvent, ce qui se jouait dans des enjeux de participation, c'est que la participation, elle est acceptée dès lors qu'elle va dans le sens de ce qui est posé des dynamiques politiques, mais dès lors aussi que certains militants et militantes avaient aussi des velléités, notamment électorales. Dans ce cas-là, la participation, elle est plus acceptée dans le débat collectif, quoi. Et du coup, c'est tellement pris dans beaucoup d'aspects, et c'est pour ça que, à mon sens, la recherche de la participation à tout prix des habitants et habitantes, c'est pas tant là. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que les personnes participent de plein de façons, à bas bruit, de façon audible ou pas, mais que c'est la question de la prise en compte dans les espaces démocratiques aujourd'hui, des voix de tous et toutes qui en réalité, il n'y a pas de volonté politique, à mon sens, que ça soit à l'échelle des villes. Après, pour la même parler, je ne sais pas, c'est pas là où j'ai travaillé, mais et encore moins à l'échelle étatique, d'écouter les habitants et habitantes. C'est au contraire, le rapport de force, il se joue aussi avec beaucoup d'institutions publiques qui. Voilà, et en même temps, moi, je suis très d'accord avec ce que tu disais, Nathalie, de l'évolution. Là, entendre une personne de la même Paris qui dit que justice environnementale, justice sociale, ça va dans le même sens, on ne l'avait pas entendu il y a quelques années. Donc, le rapport de force bouge, mais c'est un rapport de force. Et à mon sens, c'est parce que la même Paris aujourd'hui ne peut pas nier, notamment du fait des Gilets jaunes, que la justice sociale est un enjeu environnemental. Du coup, c'est comment on pousse aussi à travers les données scientifiques Ouais, ça rejoint la question de Lydie sur est-ce qu'on ne doit pas repenser notre cadre de reconnaissance qui, initialement, était un cadre qui attendait une reconnaissance d'une institution, d'un acteur externe, et qu'il y a des formes d'auto-reconnaissance qui seraient plus à même de répondre à ce genre de problématiques-là. Et qu'on est un petit peu coincé avec ce triptyque dans lequel la reconnaissance a pris une telle place et qui est ancré dans la réalité américaine et dans l'évolution du mouvement qui nous bloque, je pense. Nous bloque en tant que chercheurs sur ces questions. Il y a d'autres interventions. On s'était dit avec Nathan que, mais je ne sais pas si on ira dans cette direction, parce que la paresse s'emporte souvent, mais que ça nous était. C'est quoi la paresse? On dit c'est pas la paresse, c'est la surcharge de travail. Mélange de tout ça, on va dire. En fait, surtout à entendre l'ensemble, redéfinir la visibilité du climate et ces questions mériteraient une façon de parfois de revenus spéciaux, quelque chose comme ça. Si on a le courage un jour, peut-être qu'on le fera, mais ce n'est pas garanti. Mais voilà, c'était une des réflexions. On se disait, ça mériterait d'aboutir à quelque chose autour de ces enjeux. Voilà. Mais je ne sais pas, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les faire circuler dans ce petit réseau. Well, I guess we could have maybe a show of interest. I mean, we could do it provisionally now, or we can just stay in touch over emails. If we had so many, I think almost 20 great papers over these 2 days. Some of them are already published, so maybe less relevant. But but I'm sure you have more ideas. Oh, lots of ideas. That's not a problem. But if there is an interest in, especially, I guess, young, researchers, early career researchers, it would be a great opportunity, maybe. And Vanessa over lunch told me that she thought this could be of interest to no less a prestigious journal than Nature Urban Sustainability, which she's on the board of. So that's aiming very, very high, but we could try to do that.
work some proposal of a set of papers, you know, about reclaiming climate justice, offering new perspectives, perhaps highlighting the French Parisian context, which is very well published here in France, but not so much in the Anglo-Saxon scientific literature. So, I mean, we're offering this as a step that we could take together. If there is enough interest and motivation. Obviously, we can't do it on our own, but if there is a collective effort, then it's worth exploring. Je ne sais pas si on a tous les coordonnées des uns des autres et des unes des autres. Donc, si on pouvait faire un équipe avec tous les emails, ne serait-ce que les emails, ça serait peut-être déjà pas mal. Et pour s'il y a des idées de publication, pour échanger des idées. Ça, on peut peut-être faire un groupe avec les emails, ça serait très difficile. Vous envoyez un mail collectivement, vous demandez s'il y a de l'intérêt pour cette idée-là, et en fonction des réponses, voir si ça Voilà. mérite Pour faire voilà, il faut faire, faire des propositions à une revue pour un numéro sur voilà, quelques papers. Ça peut être pas mal. Yes. Ben, écoutez, en tout cas, s'il n'y a pas plus de remarques, un chaleureux merci à tous.